C'était un de ces dimanches d'automne à Saint-Émilion, où le ciel bas et gris se marie à la perfection avec la terre ocre et humide de nos vignobles. Le château L'Évêque, la propriété de la famille de mon mari Charles, était plongé dans une lumière mélancolique qui ne faisait qu'accentuer l'opulence un peu figée des lieux. Je m'appelle Héloïse, et pendant 10 ans, j'ai été l'ornement discret, la femme du maître, celle dont on admirait la beauté simple, mais dont on ignorait l'intelligence acérée. Ce jour-là, nous étions tous réunis pour le traditionnel dîner de fin de vendange, un rituel immuable qui rassemblait la haute bourgeoisie bordelaise, les investisseurs discrets, et surtout, toute la famille L'Évêque. Charles, mon époux, était l'héritier d'une lignée de vignerons dont la réputation s'étendait au-delà des frontières françaises. Il était grand, élégant, avec cette arrogance naturelle que confère une fortune vieille de plusieurs siècles. Il était aux yeux du monde mon tout. Mais, à mes yeux, il était devenu l'ombre d'une promesse, une cage dorée dont j'avais, au fil du temps, appris à observer les barreaux. J'étais là, souriant poliment à la matriarche. Madame L'Évêque, dont le regard perçant évaluait chaque pli de ma robe, chaque inflexion de ma voix, cherchant sans cesse la faille de la roturière que j'étais à leurs yeux. J'étais la fille d'un modeste professeur d'histoire, sans nom, sans dot, simplement celle que Charles avait choisie par caprice de jeunesse, une erreur que la famille lui rappelait subtilement à chaque occasion. La table était dressée pour 20 personnes, nappe immaculée, argenterie étincelante, un décor parfait pour la tragédie qui allait se jouer. Charles s'est levé, son verre à la main, un sourire contraint figeant ses lèvres fines. Il a commencé par les formalités, remerciant les dieux du vin pour la récolte. Puis son ton a changé, devenant sec, cassant. Le silence s'est fait lourd, seulement brisé par le cliquetis des couverts. C'est là que le piège s'est refermé sur moi. Il a regardé la pièce, faisant durer le supplice, s'assurant que l'attention de chacun était rivée sur lui, sur moi, sur ce moment qu'il avait minutieusement orchestré. « Famille, chers amis » a-t-il dit, sa voix résonnant froidement. « J'ai une annonce à faire. Une annonce qui touche à l'honneur de la maison L'Évêque, à son nom, et à la pureté de notre lignée. » Mon cœur a manqué un battement. J'ai senti le poids de tous ces regards sur moi. Des yeux de Madame L'Évêque, durs comme des silex, à ceux des cousins, avides de scandale. « Héloïse » a-t-il continué, pointant son doigt vers moi, un geste public, humiliant. « Ma femme est une menteuse, une traîtresse. Elle nous a tous bafoués. Elle m'a fait l'adultère, ici, dans cette maison, avec un homme que nous connaissons tous. » Un murmure d'horreur a traversé l'assemblée. Mon corps s'est figé, le sang se retirant de mes joues. Le choc n'était pas celui de l'accusation. Je savais Charles capable de la pire mesquinerie, mais celui de la mise en scène, de la brutalité publique de sa vengeance. Il n'y avait pas de place pour la discussion, seulement pour l'exécution. Charles, cet homme que j'avais aimé, était en train de me déchiqueter devant mon monde, devant son monde. Mais ce qu'il ignorait, c'est que j'avais préparé ma propre vérité, mon propre moment de révélation. Et ma vérité allait être bien plus dévastatrice que son mensonge. J'ai serré la mâchoire, le goût du sang dans la bouche, et j'ai levé les yeux vers lui, pas avec la surprise ou la honte qui l'attendait, mais avec un calme de glace qui a dû le désarçonner un instant. Le jeu venait juste de commencer. L'onde de choc de l'accusation a figé la salle. Les visages se sont transformés en masques d'indignation et de curiosité morbide. Tante Isabelle a porté sa main à sa bouche, ses perles tressautantes. Monsieur Dubois, l'associé de Charles, a ajusté sa cravate dans un geste nerveux, évitant mon regard. Charles buvait la scène, savourant sa victoire prématurée. Il se tenait là, au centre de l'attention, le héros blessé, le mari trahi qui, par sa propre noblesse, se devait d'exposer la souillure. L'homme qu'il m'accusait d'aimer n'était pas un inconnu. C'était Marc Desmarais, le jeune et talentueux consultant financier que Charles avait lui-même engagé quelques mois auparavant pour moderniser la gestion du château L'Évêque. Marc et moi avions eu de longues discussions, oui, des conversations tardives sur l'avenir du domaine, sur la nécessité d'une gestion plus éthique, sur les traditions qui étouffaient l'innovation. Notre lien était purement professionnel, intellectuel, un refuge pour mon esprit affamé dans ce désert d'ennui et de faux-semblants qu'était ma vie conjugale. Mais Charles, dans sa paranoïa alimentée par sa propre culpabilité, avait transformé ce lien en une histoire de passion interdite. Il projetait sur moi l'ombre de ses propres infidélités, le poids de ses propres mensonges. Notre mariage n'était qu'une façade depuis des années. J'avais découvert ses premières escapades peu après notre 5e anniversaire. Des dîners d'affaires prolongés, des voyages de dernière minute, le parfum entêtant d'un autre monde sur ses chemises. J'avais fermé les yeux, d'abord par peur de tout perdre,
puis par stratégie. Car pendant que Charles gaspillait son temps et sa fortune sentimentale ailleurs, j'avais pris le contrôle de ce qu'il délaissait, la réalité administrative et financière du domaine. Charles se considérait au-dessus des chiffres, le nez de la maison Lévesque, l'artiste, le visionnaire. Moi, Héloïse, j'étais devenue l'ombre dans le bureau, celle qui signait les documents que personne ne lisait, celle qui gérait la paperasse que personne ne comprenait. Il m'avait donné l'accès à tout, dans son mépris de ma compétence. Il pensait que le cœur d'une femme était fragile, mais que son cerveau n'était qu'un vase décoratif. Grave erreur. J'avais passé les 3 derniers mois à décortiquer les comptes, à éplucher les transactions bancaires du domaine. Ce que j'y avais découvert dépassait de loin une simple infidélité conjugale. La trahison de Charles n'était pas une question de cœur, mais une question de millions d'euros. Il n'avait pas seulement une maîtresse, il avait une dette colossale. Ses investissements hasardeux, ses paris irresponsables sur le marché asiatique, son train de vie démesuré, tout cela avait creusé un trou béant dans les finances du château Lévesque. Il n'était pas le sauveur de la lignée, mais son bourreau. Il avait orchestré cette scène de l'adultère pour une raison simple et vile. Créer un scandale suffisant pour divorcer, me laisser sans rien, et surtout, détourner l'attention de la famille et des créanciers de la vérité financière accablante. Il voulait faire de moi la coupable désignée, l'adultère qui avait ruiné son mariage, me sacrifiant sur l'autel de l'honneur Lévesque, pour masquer l'odeur âcre de sa propre malhonnêteté. Ma vengeance n'était pas de me défendre du mensonge de l'adultère, mais de dévoiler la vérité qui le détruirait, non seulement lui, mais aussi sa mère, sa lignée et tout ce qu'il représentait. Le silence était si total que l'on pouvait entendre le crépitement du feu dans la cheminée monumentale du salon. Charles, ragaillardi par l'effet qu'il avait produit, s'est avancé vers moi, le regard plein de fausse pitié. « Héloïse, tu peux encore avouer. Je ne te souhaite pas l'humiliation totale. Tes actes ont des conséquences. Et je te demande de quitter cette table, cette maison, sans esclandre. » Son ton était celui d'un bourreau qui accorde une dernière cigarette. Mais je n'étais plus la petite Héloïse tremblante qui cherchait désespérément l'approbation de la famille. Mes mains, posées sur mes genoux sous la table, tenaient un petit enregistreur numérique, et mon cœur, loin de trembler, battait le rythme froid de la détermination. Les mots de Charles étaient un don inespéré, la preuve parfaite de son intention de m'évincer sans compensation. Il me donnait exactement le prétexte dont j'avais besoin. Mais le coup de grâce ne serait pas le mien. Du moins pas tout de suite. La loi française sur le divorce et la gestion du patrimoine était un labyrinthe. Mais je l'avais appris par cœur. Mon diplôme de littérature, tant raillé par ma belle famille, m'avait au moins appris à décortiquer les textes complexes et à trouver les failles narratives. J'ai pris une grande inspiration. Le parfum de vieux chênes et de vin rouge, emplissant mes poumons. Mon premier mot a été un choc pour eux. « Marc Desmarais ?» J'ai haussé un sourcil, le doute subtil, la provocation contenue. « Mon cher Charles, ne t'attendais-tu pas à un adversaire plus digne de ta jalousie? Un homme avec des vignes, peut-être? Ou un banquier suisse? Marc est un garçon charmant, mais il n'est qu'un consultant. Et pour l'adultère, tu te trompes de cible. Je suis innocente de cette bassesse. Mon déni n'a fait qu'enflammer l'assemblée. Madame Lévesque, dont la bague en diamant ressemblait à un petit glaçon au poing, a frappé la table du plat de sa main. « Silence, Héloïse. L'impudence est le dernier refuge des coupables. » J'ai tourné mon regard vers elle, et pour la première fois, je ne me suis pas inclinée. « Ma chère belle-mère, l'impudence, vous l'avez sous les yeux, mais elle n'est pas là où vous la cherchez. » J'ai relancé le regard vers Charles. « Oh, si je suis une traîtresse, Charles, c'est parce que j'ai trahi ta confiance en te laissant croire que j'étais ignorante. J'ai trahi ta paresse en travaillant sans relâche. J'ai trahi la lignée Lévesque en cherchant à la sauver de son propre héritier, de toi. Et là, j'ai senti la satisfaction monter. L'effet n'était pas celui du scandale, mais celui de la confusion. Ma défense était trop agressive, trop calculée pour être celle d'une simple adultère surprise en flagrant délit. Les invités ont commencé à chuchoter, non plus sur mon compte, mais sur celui de Charles. Son visage a pâli, comprenant que la situation lui échappait, que j'avais coupé les ficelles de sa marionnette. Le véritable homme que j'avais aimé n'était pas Marc, le consultant. Le véritable homme était le château Lévesque lui-même, la beauté de son héritage, la promesse de ce vin qui méritait d'être sauvé de l'incompétence et de la cupidité. Ma vengeance était de la préserver. La tension était telle qu'elle pouvait se couper avec un tire-bouchon. Charles, réalisant que son récit d'adultère s'effritait face à mon calme glacial, a tenté de reprendre le contrôle en haussant le ton. « Assez de ces balivernes », a-t-il hurlé, faisant trembler les cristaux. « Tu n'es rien ici, Héloïse. Tu n'as aucune part,
aucun droit de regard sur les affaires de ce domaine. Ce n'est pas ta famille, ce n'est pas ton argent. C'était le moment que j'attendais. Cette affirmation, aussi agressive que fausse, était la clé pour déverrouiller la suite de mon plan. J'ai gardé mon calme. Ma voix n'était qu'un murmure, forçant l'assemblée à se pencher pour entendre, à s'aligner sur ma discrétion plutôt que sur son vacarme. C'est là que tu te trompes, Charles. La trahison que j'ai découverte, elle touche à ce que vous vénérez le plus, votre nom. J'ai sorti de mon sac une simple pochette en cuir, et j'en ai extrait une liasse de documents fins, tous tamponnés et certifiés. La pièce a retenu son souffle. Depuis 3 mois, Charles, tu ne traites plus les affaires avec Dubois et Si, mais avec la banque de la région. Tes investissements frauduleux en Asie, que tu as cachés à ta mère et aux actionnaires, ont laissé un passif colossal. Le château L'évêque n'est pas en crise, Charles. Il est en faillite. Les mots ont frappé comme des balles de fusil. Faillite. Le mot interdit dans les salons de la haute société bordelaise. Le visage de Madame L'évêque est passé du rouge à un blanc crayeux. Dubois, le fidèle associé, a bondi de sa chaise. « Charles, qu'est-ce que cela signifie ?» Charles était hors de lui. Il a fait le tour de la table et a arraché les documents de ma main. « Ce sont des faux, des montages !» Elle ment pour se venger, pour me soutirer de l'argent. Il a déchiré un papier au hasard, le jetant au sol. C'était une scène d'une violence inouïe. La salle n'était plus le lieu d'un dîner de prestige, mais le théâtre d'une implosion familiale. J'ai laissé Charles s'agiter. L'agressivité est un aveu. J'ai souri doucement, calmement. « Tu peux déchirer les copies, Charles ?» Mais la vérité ne s'efface pas comme ça. J'ai scanné et envoyé ces documents à toutes les personnes présentes, à l'instant même. J'ai levé mon téléphone. Et pas seulement la banque de la région. J'ai aussi envoyé le dossier complet à Maître Fournier, l'avocat du cabinet qui gère les propriétés foncières de la famille. Il étudiera le dossier dès lundi matin. Ta tentative de me faire passer pour l'adultère est une manœuvre désespérée pour masquer l'escroquerie financière qui aurait détruit l'héritage de ton père et de ton grand-père. L'effet a été immédiat. La panique s'est installée, chassant le jugement moral. La famille s'est tournée vers Charles, les yeux pleins d'accusations. Leurs questions n'étaient plus sur mon honneur, mais sur leur fortune. « Est-ce vrai, Charles ? La vinothèque est hypothéquée ?» demandait tante Isabelle. « Le domaine va être saisi ?» s'écriait un cousin. La vengeance était en cours. J'avais transformé l'accusation d'adultère en un coup de maître qui exposait sa vraie trahison. Et le plus beau, c'est que pour me discréditer, Charles m'avait donné accès à l'information. J'ai observé Charles s'effondrer. Pas physiquement, mais son assurance, ce mur d'arrogance qu'il avait érigé autour de lui, s'est fissuré sous le poids des regards accusateurs. Il a ramassé les morceaux de papier déchirés, les mains tremblantes, bredouillant des excuses, des tentatives désespérées de manipulation. Il a pointé du doigt les autres investisseurs, les courtiers, rejetant la faute sur le marché, sur la crise. Mais ces mots étaient vains face à la clarté des documents que chacun, désormais, consultait sur son téléphone. Dans un monde de traditions ancestrales comme le leur, l'honneur familial est une monnaie plus précieuse que l'argent, et Charles venait d'y mettre le feu. J'ai reculé d'un pas, me libérant de la proximité de son corps en déroute. J'ai croisé le regard de Marc Desmarais, le consultant que Charles avait jeté dans l'arène. Marc était assis, silencieux, absorbé par la lecture de l'écran de son téléphone, son visage trahissant un mélange de stupéfaction et de compréhension. Il avait lui aussi senti que quelque chose ne tournait pas rond, mais il n'avait pas les clés du royaume L'évêque. Moi, je les avais, et je les avais utilisées. Mon plan avait été méticuleux. Dès la découverte des premières irrégularités, j'avais agi. Je savais que Charles, dans sa suffisance, ne croirait jamais que sa petite Héloïse puisse faire quoi que ce soit de concret. J'avais donc pris des mesures drastiques pour protéger ma part de l'héritage, non pas pour la richesse, mais pour le droit de parole. J'avais secrètement racheté les dettes les plus urgentes, celles qui menaçaient l'existence même de la vinothèque historique, en utilisant des fonds personnels que Charles ignorait que je possédais. Mon grand-père, avant de mourir, m'avait légué une petite somme investie dans des œuvres d'art, une chose que je n'avais jamais mentionnée, car la simplicité était ma meilleure arme dans cette famille obsédée par l'ostentation. J'avais vendu une de ces œuvres, un petit degas, un sacrifice financier douloureux, mais nécessaire pour obtenir le levier que je tenais dans mes mains. Ce n'était pas juste de l'argent, c'était le poids du sauveur. J'ai attendu que le chaos se calme, que les membres de la famille aient assimilé la gravité de la situation. Madame L'évêque, enfin, a rompu le silence dans un souffle rauque. « Héloïse, dis-moi que c'est un mensonge, dis-moi que tu as fait cela, pour nous donner une leçon. » Elle me regardait avec une nouvelle intensité, un mélange de peur, d'admiration forcée et de haine. Je suis restée impassible. Je n'ai pas l'intention de mentir à nouveau, belle-mère. Le château L'évêque est au bord du gouffre,
Charles l'a fait sombrer. Je le sais car, pendant que mon mari me trompait avec ses maîtresses et ses placements douteux, moi, j'ai sauvé ce que je pouvais de cette ruine. J'ai contacté des experts en restructuration, des hommes et des femmes de l'ombre qui m'ont donné les outils pour me défendre. J'ai marqué une pause. Charles n'est pas le trahi, il est le traître. Et mon adultère n'était qu'un écran de fumée pour couvrir ses propres crimes. Ma confession, calibrée pour détruire le récit de Charles, a frappé la famille en plein cœur. Ils étaient dévastés, non par la moralité de la situation, mais par la perspective de l'humiliation publique et de la perte financière. J'ai vu la peur dans les yeux de Madame Lévesque, l'héritière de cette lignée, dont la vie entière était un témoignage de l'importance de l'apparence. Pour eux, la ruine financière était une mort sociale. J'ai alors fait un pas de plus vers la table, m'adressant à la matriarche, ignorant Charles qui continuait de marmonner des menaces vides. « Belle-mère, la situation est grave mais pas irréversible. J'ai agi dans le plus grand secret, car je savais que si Charles découvrait mes intentions, il aurait tout liquidé. Mon ton était empreint d'une autorité nouvelle, une voix que j'avais longtemps gardée secrète. Les créanciers peuvent attendre. J'ai un plan qui nécessite l'unanimité de la famille et, surtout, la reconnaissance de la vérité. C'était le moment de mon chantage. J'avais la dette, j'avais le pouvoir, et j'allais imposer mes conditions, mais pas pour la richesse. Ma seule monnaie d'échange était la réconciliation et la rédemption. Le silence de la salle m'a donné le droit de continuer. J'ai posé un nouveau document sur la table, un accord de restructuration financière que j'avais préparé avec mon avocat. Ce document, ai-je expliqué, stipule que la vinothèque, la partie la plus ancienne et la plus précieuse du domaine, est mise sous séquestre temporaire. Je la contrôle jusqu'à ce que la dette soit entièrement remboursée. Un cri de protestation s'est élevé dans la salle. Tante Isabelle s'est levée, indignée. « C'est un vol! Tu t'empares de notre patrimoine !» J'ai souri, un sourire triste et froid. « Si je ne le fais pas, dans 6 mois, ce sera la banque qui s'en emparera. Mais contrairement à la banque, mon objectif n'est pas de liquider, mais de sauver. » J'ai pointé du doigt le document. Ma première condition, Charles est écarté de toute gestion financière, immédiatement. Il reste le nez de la maison, mais il devient un simple employé du domaine, sous la supervision d'un nouveau directeur que je nommerai. Charles, qui avait l'air d'un spectre, a tenté de s'interposer. « Jamais! Je suis l'héritier !» J'ai levé la main pour le faire taire. « Silence, Charles, tu n'as plus le choix. Ta dette est trop grande, ta faute est impardonnable. Ta seule chance de ne pas finir en prison pour fraude et d'éviter la ruine totale de ta famille est d'accepter cette humiliation. » La famille, voyant le gouffre, a commencé à faire pression sur Charles, comprenant que c'était la seule issue. Le pardon était en train de devenir l'arme la plus redoutable. Mon intention n'était pas de le détruire, mais de le forcer à une rédemption par le travail et l'humilité. C'était une vengeance qui se transformerait en une renaissance. Le drame a atteint son apogée lorsque Charles, voyant sa mère hocher la tête avec une résignation terrifiante, a compris qu'il avait perdu. Il s'est effondré sur sa chaise, le visage entre les mains, vaincu non par un amant secret, mais par la femme qu'il avait jugée trop simplette pour s'occuper d'autre chose que de l'organisation des réceptions. J'ai continué, implacable. Ma deuxième condition concerne notre mariage. Tous les regards se sont à nouveau tournés vers moi. Ils s'attendaient à l'annonce du divorce, à l'exigence d'une pension alimentaire colossale. Ils s'attendaient à ce que je prenne ma part d'argent et que je m'en aille, selon la tradition du scandale bourgeois. Mais mon plan était bien plus tordu, bien plus cruel dans sa clémence. « Je ne demande pas le divorce », ai-je déclaré, et un murmure de surprise a parcouru l'assemblée. Charles a relevé la tête, les yeux rouges et suppliants, croyant à un miracle. J'ai détruit son espoir d'une seule phrase. « Nous allons rester mariés, Charles, pour le moment. Non pas par amour, car il est mort depuis longtemps, mais pour l'honneur du château Lévesque. Un divorce maintenant achèverait de ruiner la réputation de la maison sur le plan international. Nous continuerons d'apparaître en public comme le couple parfait. » J'ai marqué une pause pour savourer le choc sur son visage. Mais attention, notre relation sera purement professionnelle. Je serai ta patronne et ta gardienne. Tu travailleras pour moi, sans salaire, jusqu'à ce que le domaine soit sauvé et que chaque euro de la dette soit remboursé. C'était la punition suprême pour un homme de son orgueil. Être ligoté, sans affection, à la femme qu'il avait tenté d'humilier et la servir. La vengeance n'était pas la séparation, mais l'enchaînement. Mon rôle n'était plus celui de l'épouse soumise, mais de la reine de l'ombre qui tire les ficelles, celle qui s'occupe de la reconstruction du royaume. J'ai alors dévoilé la dernière partie de mon plan, celle qui allait donner le coup de grâce à l'arrogance familiale. J'ai regardé Madame Lévesque, dont la posture de matrone commençait à se déliter. Je nomme Marc Desmarais,
le consultant que Charles a désigné comme mon amant, au poste de directeur général. Sa mission, restructurer le domaine. Et il sera le seul à rendre des comptes à moi, Héloïse, et non à la famille. C'était un double affront. Donner le pouvoir au soi-disant amant et contourner complètement la lignée Lévesque. Charles s'est levé d'un bond, le visage déformé. « Tu es folle !» C'est le comble de l'ignominie. Il a pointé du doigt de Marc, qui restait stoïque. « Et toi, Marc, tu acceptes cela ?» Marc a pris son temps. Il a regardé Charles, puis moi. Il a pris une gorgée d'eau, et sa réponse, délivrée avec un calme professionnel, a scellé le destin de Charles. « Monsieur Lévesque, je suis un professionnel. Mon rôle est de sauver des entreprises. Et d'après les documents que Madame Lévesque m'a fournis, c'est exactement ce que je dois faire pour le château Lévesque. J'accepte. » Le chaos a cédé la place à une acceptation forcée. La famille s'est regroupée autour de Madame Lévesque, cherchant une solution, un moyen d'annuler mon coup de force. Mais les documents étaient clairs. Et ma position était juridiquement inattaquable, renforcée par l'aveu involontaire de Charles devant toute l'Assemblée. Ils savaient que leur seule chance de survie était de s'aligner sur mon plan. Un plan qui sentait l'humiliation, mais qui sentait aussi la chance d'un futur financier. Charles, quant à lui, était devenu l'objet de leur colère. Il était le traître, l'idiot qui avait mis en péril un héritage de 3 siècles. L'accusation d'adultère était oubliée, reléguée au rang de manœuvre pathétique pour détourner l'attention. J'ai observé mon mari avec un détachement clinique. Le beau Charles, l'héritier arrogant, n'était plus qu'un homme brisé, un enfant gâté qui avait enfin appris le prix de son irresponsabilité. J'ai senti une vague de pitié glaciale. La vengeance était douce, mais elle laissait un arrière-goût amer. J'avais gagné le contrôle, mais j'avais perdu le rêve. Mon plan de réconciliation, pourtant, ne faisait que commencer. Il était temps de révéler ma dernière carte, celle qui transformait la vengeance en un acte de pardon et de restauration non conventionnelle. J'ai de nouveau interpellé Charles, d'une voix qui ne laissait plus aucune place à la discussion. « Charles, tu as dit que j'avais fait l'adultère. Tu as sali mon nom, mon honneur. Tu as cherché à me ruiner en me faisant passer pour la coupable. Mais ce que tu as fait est bien pire. Tu as trahi ton père, ta mère, tes ancêtres, et l'âme de ce vin. J'ai levé la main pour arrêter les protestations de la famille, mais je n'ai pas l'intention de te laisser te noyer seule. J'ai dit que je te gardais sous mon contrôle, et c'est vrai. Mais tu auras l'opportunité de regagner l'estime de ta famille. » J'ai regardé Marc. « Marc, ton premier ordre en tant que directeur général sera d'intégrer Charles dans une tâche simple, ingrate et sans gloire. Il sera affecté à l'entretien de la cave la plus ancienne, le chai des fondateurs. Il nettoiera les tonneaux, il vérifiera l'humidité, il fera le travail manuel que les vignerons les plus modestes font. » La stupeur était totale. Charles, l'héritier, le né, renommé, relégué au statut d'ouvrier de fond, c'était le châtiment parfait. Non pas la prison ou la ruine, mais l'humiliation par le retour à l'essentiel, à la terre qu'il prétendait aimer. La réconciliation passerait par la rédemption par l'effort. J'ai continué, mon regard rivé sur Charles. Tu as passé 10 ans à vivre sur le nom de tes ancêtres. Tu vas maintenant passer les prochaines années à honorer leur travail, Charles. Quand le domaine sera sauvé, quand la dette sera remboursée, alors, et seulement alors, nous pourrons parler de la succession et de notre mariage. En attendant, tu es mon employé. Mon ultime décision a créé une nouvelle onde de choc. Cette fois, non pas de scandale, mais de respect mêlé d'effroi. La famille Lévesque, habituée aux drames et aux trahisons, ne s'attendait pas à un tel acte de justice poétique. C'était une vengeance qui élevait, mais qui humiliait profondément. J'ai tourné mon attention vers Madame Lévesque, la matriarche. Je savais que l'adhésion de la famille était essentielle pour la réussite du plan de restructuration. Belle-mère, je vous demande votre soutien. Je ne suis qu'une femme, mais je suis la seule capable de sauver ce que votre fils a failli détruire. J'ai utilisé l'arme de la flatterie et de la menace. J'ai besoin de la dignité et du soutien de votre nom pour que les banques et les partenaires croient en cette reconstruction. Si vous ne me soutenez pas, si la famille essaie de me nuire ou de me contourner, le plan échouera, et la faillite sera inévitable. J'ai souri doucement. Et cette fois, la responsabilité ne sera plus seulement celle de Charles, mais la vôtre. La vieille dame a soupiré, un son lourd d'années et de défaites. Elle a jeté un regard à son fils, prostré, puis à Marc, le nouveau directeur, dont la présence professionnelle inspirait une confiance que Charles avait perdue. Finalement, elle a levé la tête, les yeux brillants d'une détermination nouvelle, mêlée à une amère gratitude. « Soit, Héloïse, tu as prouvé ta valeur. Tu as sauvé notre honneur par ta propre humilité. C'était l'aveu le plus précieux que je pouvais obtenir, l'acceptation de la roturière dans la lignée, non par le sang, mais par le mérite et la bravoure.
Mon plan de réconciliation ne visait pas seulement Charles, mais aussi ma belle famille. J'avais l'intention de leur apprendre, à travers cet acte, que l'honneur ne réside pas dans la lignée, mais dans le travail acharné et l'honnêteté. Je suis allée jusqu'au bout de la mise en scène. J'ai ordonné à Charles de se lever et d'accepter publiquement ses nouvelles fonctions devant les invités, qui étaient restés captivés par le spectacle. « Charles, lève-toi, regarde ta famille et dis-leur que tu acceptes la tâche que je te donne. Dis-leur que tu vas racheter ton erreur par la sueur et non par le mensonge. » Charles, dans un dernier sursaut d'orgueil, a tenté de me défier du regard, mais il a rencontré mon calme absolu. La peur de la prison, la peur de l'humiliation totale l'ont fait fléchir. Il s'est levé, pâle comme un linge, et a bafouillé, à peine audible. « J'accepte. Je ferai ce qui doit être fait. » Le dîner s'est terminé dans une atmosphère surréaliste. Les invités, ayant assisté à une tragédie grecque en direct, sont partis avec l'histoire de l'adultère transformé en fraude financière et de la femme bafouée devenue le Deus ex machina. Mon pouvoir était absolu. Le lendemain matin, le soleil perçait à travers les nuages, illuminant les vignes d'un éclat presque irréel. Mon plan de vengeance, désormais un plan de reconstruction, était en marche. Charles, l'héritier, était dans le chai des fondateurs, vêtu d'une vieille salopette en jean, son élégance évanouie, les mains sales par le travail du tonneau. Il n'avait pas fui, et c'était la plus grande victoire. Je n'avais pas cherché à le détruire, mais à le reconstruire à travers la douleur et l'effort, une forme de pardon forcé. J'avais choisi une réconciliation inattendue et sans romance. Je n'avais pas exigé qu'il m'aime à nouveau, mais qu'il respecte enfin la vie. Ma réconciliation avec Charles n'était pas celle des cœurs, mais celle des principes. Je me suis dirigée vers mon bureau. Le bureau que Charles avait autrefois qualifié de boudoir, et que j'avais transformé en quartier général de l'opération de sauvetage. Marc Desmarais était déjà là, un homme d'action, efficace. « Madame l'évêque, Charles est dans le chai. Il a commencé le nettoyage. » M'a-t-il dit, une lueur d'admiration dans les yeux. « Bien, Marc. Fais-lui savoir qu'il ne sortira de là que lorsqu'il aura prouvé sa valeur, non à moi, mais à la terre qu'il a trahie. » Notre relation, la mienne et celle de Charles, était désormais définie par une étrange dynamique de pouvoir et de survie. Nous vivions sous le même toit, nous partagions la même table, mais l'amour avait cédé la place à une rigueur professionnelle, une entente tacite que le sort de la maison l'évêque passait avant nos querelles personnelles. C'était mon pardon. Lui donner une chance de se racheter, mais l'obliger à gagner ce rachat par la douleur de l'humilité. C'était fascinant. La vengeance qui se terminait par l'aide, mais une aide qui servait de châtiment. Un matin, quelques mois plus tard, je suis allée au chai. Charles était seul, le visage émacié, les mains abîmées, mais les yeux clairs. Il levait une charge lourde. Il n'était plus le Charles arrogant. Il était devenu un homme fatigué mais vrai. Il m'a regardé, non avec haine, mais avec une reconnaissance silencieuse et amère. « Je te demande pardon, Héloïse, » a-t-il dit, sa voix rocailleuse. Pas pour l'adultère que j'ai inventé, mais pour l'aveuglement avec lequel j'ai gâché ton amour, mon héritage et le travail de mes ancêtres. Tu m'as sauvé la vie, mais tu m'as aussi donné une peine plus juste que la prison, celle de me confronter à qui je suis. J'ai souri, un sourire de victoire. J'ai sauvé le château l'évêque, Charles. Maintenant, à toi de me prouver que tu mérites de le gouverner à nouveau. J'ai fait demi-tour. Je ne suis pas restée. La réconciliation n'était pas un retour à la romance, mais un nouveau départ professionnel et moral. Mon mariage avait été détruit, mais il était en train de renaître en une association puissante, basée sur le respect forcé. Mon mari m'avait accusé d'adultère devant sa famille, mais la vérité que j'ai dévoilée, c'est que la trahison la plus grave est celle que l'on commet contre soi-même. Et c'est en sauvant mon bourreau que j'avais trouvé ma liberté.